Vous imaginez un pompier qui, pour éteindre un petit feu, déclenche une inondation qui ravage toute la maison? Eh bien, c'est un peu ça l'histoire de l'insuffisance cardiaque. C'est l'histoire fascinante et un peu tragique de comment les propres instincts de survie de notre corps peuvent finir par se retourner contre nous. Alors, comment ça se fait? Comment un système qui est conçu à la base pour nous protéger peut-il se planter à ce point? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble en plongeant dans le cercle vicieux de l'insuffisance cardiaque. Ok, pour bien piger ce paradoxe, il faut revenir aux fondamentaux. Tout part du cœur, notre incroyable pompe. Et cette pompe, eh bien, elle se retrouve soudainement sous une pression absolument énorme. L'insuffisance cardiaque, en fait, c'est un peu comme une usine qui n'arrive plus à suivre les commandes. Le corps réclame de l'énergie, du sang oxygéné, mais la centrale électrique, notre cœur, n'a plus la capacité de fournir. La demande dépasse l'offre. En fait, la mécanique est assez simple. Le débit cardiaque, c'est la quantité totale de sang pompé en une minute. Ça dépend de deux choses. La vitesse à laquelle le cœur bat, c'est la fréquence cardiaque, et la quantité de sang qu'il éjecte à chaque battement. Ça, c'est le volume d'éjection. Si l'un de ces deux paramètres faiblit, forcément, le débit total s'effondre. Et c'est là que la sonnette d'alarme retentit. Bon, mais concrètement, comment est-ce que cette pompe peut tomber en panne? En gros, il y a deux grands types de problèmes mécaniques. Allons voir ça. Pour faire simple, imaginez une éponge. D'un côté, on a l'insuffisance systolique. Là, l'éponge est devenue toute molle, toute flasque. On a beau la presser de toutes nos forces, il y a à peine quelques gouttes qui sortent. C'est un problème de contraction. De l'autre côté, il y a l'insuffisance diastolique. Ici, c'est l'inverse. L'éponge est devenue dure, rigide. Du coup, elle n'arrive même plus à se gorger d'eau correctement. Donc même si on la presse bien, comme il n'y avait pas grand-chose dedans au départ, il ne sort pas grand-chose non plus. Et c'est là qu'elle piège. Dans ce deuxième cas, le pourcentage de sang qui sort peut avoir l'air normal, mais c'est un leurre, parce que la quantité totale, elle, est bien trop faible. Ok, donc la pompe est en rade. Forcément, le corps panique. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il déclenche son plan d'urgence. Un plan qui, sur le papier, a l'air génial, mais qui va en fait se révéler être une catastrophe annoncée. Le corps sort alors l'artillerie lourde. Première étape, le remodelage. Il se dit, il faut plus de force et il se met à muscler le cœur, à le faire grossir pour qu'il pousse plus fort. Deuxième étape, l'activation sympathique. Là, le mot d'ordre, c'est plus vite. Le système nerveux envoie des décharges d'adrénaline, le cœur s'emballe. Et enfin, troisième étape, l'activation neuro-hormonale, où le but est d'avoir plus de volume en retenant l'eau et le sel pour augmenter la pression. Franchement, à court terme, ça a l'air de tenir la route, non? Sauf que, c'est précisément là que tout dérape. C'est là que le plan de sauvetage se transforme en un pillage mortel. On va voir maintenant comment chacune de ces bonnes idées va en fait aggraver la situation, petit à petit. Et voilà, le fameux cercle vicieux. Regardons ça point par point. Le cœur qui grossit pour être plus fort. Au final, il devient surtout rigide, dilaté et beaucoup moins efficace. Un gros muscle fatigué. L'adrénaline qui le fait battre plus vite, ça l'épuise tout simplement. C'est comme faire tourner un moteur en permanence dans le rouge. Il surchauffe et il s'abîme. Le fait de resserrer les vaisseaux pour garder la pression, pour le cœur déjà faible, c'est un effort surhumain. C'est comme lui demander de pousser de l'eau dans un tuyau tout bouché. Et enfin, retenir l'eau pour augmenter le volume, ça crée une surcharge énorme, une inondation que la pompe à moitié cassée ne peut absolument plus gérer. On voit bien le mécanisme infernal. Chaque tentative de solution ne fait qu'empirer le problème. Et évidemment, ce n'est pas juste le cœur qui trinque. Non, c'est tout le corps qui subit les conséquences. C'est un véritable effet domino qui se met en place. Prenons les poumons. Si le cœur n'arrive plus à évacuer le sang qui arrive, ça crée un embouteillage monstre juste avant. La pression dans les vaisseaux des poumons devient tellement forte que le liquide commence à fuir et à inonder les alvéoles. C'est ça, l'œdème pulmonaire, une sorte de noyade de l'intérieur. Et les reins, dans tout ça, eux, ils sentent que le débit sanguin est bas. Et leur réflexe, c'est de se dire « alerte en manque d'eau, il faut tout garder ». Du coup, ils se mettent à retenir le sel et l'eau de toute leur force. Sauf qu'en faisant ça, ils jettent de l'huile sur le feu. Ils ne font qu'aggraver l'inondation générale. Le foie, lui aussi, est victime de cet embouteillage général. Le sang s'accumule des dents, il devient congestionné, il gonfle, et à la longue, il ne peut plus faire son travail correctement. Et ça va même jusqu'aux muscles du reste du corps. Moins bien irrigués, ils reçoivent moins d'oxygène, moins de nutriments. Résultat, ils s'atrophient, ils fondent. C'est ce qui explique en grande partie cette sensation d'épuisement total. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce paradoxe tragique. Dans l'insuffisance cardiaque, le corps, en essayant désespérément de se sauver, devient en fait le principal moteur de la maladie.
Ses propres mécanismes de défense sont précisément ce qui l'entraîne vers le fond. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Si le corps lui-même aggrave la situation en essayant de se protéger, comment peut-on l'aider? Par où est-ce qu'on commence pour briser ce cercle vicieux? C'est bien sûr tout le défi et tout l'enjeu des traitements modernes.